Professeur Saïd Moutaoukil, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir dans votre clinique. Pour nous, d'abord, vous êtes l'une des rares personnes indiquées que nous estimons légitimes à parler de l'évolution de la Covid-19 au Maroc. Vu votre expérience, vous avez commencé à suivre la situation épidémiologique au sein du comité scientifique. Euh, à peu près, si on comptait, depuis 2003, facilement 18 ans. Et donc aujourd'hui, au Maroc, on se croyait sorti d'affaires, on croyait qu'on allait vaincre Delta, et voilà que Omicron apparaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce mystérieux virus aujourd'hui? On n'est pas sorti de l'auberge. Et ce virus, depuis son apparition, entouré de mystères, et depuis le mois de novembre 2019, c'est le même virus qui appartient à la même famille, la famille des coronavirus. Et cette famille, elle est assez mystérieuse parce qu'on l'a connue au départ, en 2003, avec le coronavirus. Et le coronavirus avec le CoV, le SARS-CoV, ce qui a donné le SARS, la maladie. Et cette maladie, elle était déjà présente dans le monde, à point de départ asiatique, donc c'est toujours la même source. Et puis par la suite, on ne sait pas pourquoi ce virus a disparu. On ne sait pas jusqu'à au jour d'aujourd'hui, il a complètement disparu. Puis va apparaître un autre virus de la même famille, le MERS. C'est le MERS, c'est le Middle East virus qui va donner aussi une insuffisance respiratoire, une atteinte respiratoire, et qui va être transmis à l'homme par le chameau. Donc, apparu notamment en Arabie Saoudite. C'est essentiellement en Arabie Saoudite. Et c'est à ce moment-là que le Maroc a lancé la première, on va dire, alerte, vigilance à ce genre. C'est depuis le SARS. Ah oui, depuis le SARS. Exact. Et ça, c'est pour le coronavirus et jusqu'à l'apparition de ce nouveau variant, donc le SARS-CoV-2. Et ce SARS-CoV-2 qui va être découvert en 2019 en Chine, dans la province de Wuhan, et qui va avoir une symptomatologie aussi respiratoire dominante. Et ce virus, c'est un virus ARN qui est connu comme une zoonose dans la mesure où il touche la chauve-souris. Et on ne sait pas jusqu'à au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un passage directement de la chauve-souris à l'homme? Très probablement, c'est un passage direct, alors que les autres coronavirus, il y a toujours un autre animal entre la chauve-souris et l'homme. Et puis, c'est apparu que c'est une maladie à transmission interhumaine. Maintenant, ça devient une transmission interhumaine. C'est un virus aussi à ARN. Alors, le matériel génétique, donc on distingue les virus à ADN et les virus à ARN. Il y a donc cette dynamique de ces coronavirus qu'on a vu apparaître depuis les années 2000. Et parallèlement, il y avait aussi la grippe, depuis la grippe espagnole, au moment de la Première Guerre mondiale, jusqu'à la grippe. Elle est passée aussi par des phases. La grippe de Hong Kong, la grippe espagnole, la grippe de Hong Kong, et puis les autres grippes, jusqu'à la grippe H1N1. Et là aussi, c'est à travers la dynamique des volailles, et on a suivi ça. Et le Maroc, il avait plusieurs objectifs, c'est-à-dire de suivre et de limiter l'impact de ces viroses, la grippe H1N1, il y avait tout le reste. Et puis, on a géré aussi la probabilité d'avoir le virus Ebola il y a quelques années. Donc, il y a tout ça qui a fait que le Maroc a toujours
eu ces comités scientifiques pour contrecarrer en fait. Enfin, pour faire face à ça, pour étudier. Et l'une des recommandations importantes, c'est phare de l'OMS, c'est que auprès des autorités de la santé, il faut qu'il y ait des comités scientifiques qui vont... Et heureusement qu'il y a le comité scientifique national qui suit l'évolution et qui nous informe à travers vous et à travers les communications officielles. Mais aujourd'hui, vous venez de le dire, qu'il y a un mystère. On ne sait pas d'où est venu ce virus et on ne sait pas aujourd'hui comment ce virus a évolué vers ce Omicron. Y a-t-il un lien avec, on va dire, avec l'hiver, avec la grippe? Les virus vont évoluer aussi de manière saisonnière, ça c'est connu. Ce virus, depuis son apparition, a connu de multiples mutations et de multiples variants, des milliers, hein, c'est des milliers, et c'est les variants qui posent problème qui vont rester. C'est-à-dire que c'est une évolution, j'allais dire, darwinienne. Celui qui va rester, c'est le plus résistant. C'est le plus méchant, on va dire. C'est le plus méchant qui va faire parler de lui en termes de diffusion, de contagiosité, en termes de gravité des signes cliniques et en termes aussi de létalité, c'est-à-dire le nombre de morts qu'il va provoquer. Mais est-ce qu'on peut d'ores et déjà penser que ce Omicron serait l'un des plus virulents, sinon le plus virulent? Alors, est-ce qu'il serait l'un des plus virulents? On ne sait pas honnêtement, on ne sait pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Des dernières informations qu'on a pu lire à travers la presse sud-africaine, certains scientifiques locaux affirment qu'a priori, il ne serait pas aussi méchant que l'on puisse le penser. On est dans les premiers jours, dans la première semaine d'observation. C'est les informations que j'ai aussi par l'intermédiaire d'un ami qui est en train de faire une année sabbatique. C'est un ami français qui est actuellement à Johannesburg. Et il dit, j'ai eu un contact téléphonique avec lui hier soir et il disait aussi qu'il n'y a pas actuellement un afflux massif vers les services de réanimation. Les premiers signes, c'est qu'il est un petit peu différent dans la mesure où il n'y a pas d'anosmie, il n'y a pas de perte de goût, donc perte d'odorat, perte de goût, et tout au moins, il y a une fatigue, c'est des symptômes assez frustres, il y a une fatigue assez importante, beaucoup plus chez les sujets âgés. Ça, c'est ce qu'on sait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et on sait aussi, par expérience, dans cette famille-là, que d'abord, il y a une phase, quand on attrape le virus, il y a une phase d'incubation, où il n'y a pas de signes, puis il y a une phase de début de signes, comme dans la grippe. On va avoir une petite fièvre, on va avoir une fatigue, on peut avoir dans les autres une perte de l'odorat. Pour l'instant, il n'y a pas. Et puis, il faut attendre la phase d'état, 3 ou 4 jours. Donc, on est dans la première semaine. 3 ou 4 jours, il y a la phase d'état. C'est-à-dire que les signes vont être beaucoup plus parlants. Et puis, ce qu'on sait avec les autres variants Delta, Alpha et les autres, il y a la phase de l'orage cytokinique, l'orage inflammatoire, c'est-à-dire que le virus, il a frappé en premier et il va entraîner une libération de médiateurs inflammatoires, c'est ce qu'on appelle les cytokines, et les cytokines, pour être plus simple, ils sont faits pour nous défendre. Mais parfois, la réaction est telle que, au lieu de nous défendre, ils vont commencer à avoir des effets néfastes sur notre propre organisme. Donc ces cytokines, un don de Dieu au niveau de la lutte contre l'inflammation et contre la maladie, mais ils peuvent être aussi des démons. C'est pour ça qu'on dit, entre les milieux experts, ils peuvent être soit des anges, soit des démons qui peuvent, la réaction inflammatoire dépasse son but et elle devient destructrice de l'organisme. On espère qu'ils vont rester des anges. Alors, pour l'instant, je suis d'accord avec ce que vous avez lu. Pour l'instant, sur le plan clinique, c'est rassurant. Mais, dans les scientifiques et les médecins, d'accord,
on prend cette information, mais on attend pour voir. Et la vigilance doit rester extrême, quoi qu'il en soit. Il faut se méfier. Et d'ailleurs, vous l'expliquez très bien, en parlant de suivi chronologique de l'évolution de ce nouveau variant, en disant que, en gros, il faut attendre 2 semaines pour en savoir un peu plus. Exactement. Et c'est exactement, probablement pour ça, que les autorités publiques ont dû fermer les routes aériennes pour prémunir le pays. Que pensez-vous de cette mesure? C'est parmi les mesures restrictives régaliennes, hein, donc c'est l'autorité gouvernementale. Ça rentre aussi dans un grand concept qui est très important, c'est le concept du principe de sécurité sanitaire. Et dans la sécurité sanitaire, il y a la sécurité de la population et de la sécurité aussi des patients, mais aussi il y a un grand principe au sein de cette sécurité sanitaire, c'est le principe de précaution. Et le principe de précaution relève beaucoup plus du régalien de celui qui a la chose publique entre les mains, de la gestion de la chose publique. Donc, en gros, il vaut mieux prévenir que guérir, et vous êtes réanimateur, praticien, et donc tout à fait. Il vaut mieux plutôt aller se hâter de prendre des mesures drastiques que de devoir avoir énormément de patients dans 100 lits d'hôpitaux, etc. Exactement. Et toutes les décisions dépendent aussi de plusieurs facteurs, de la situation sociale dans le pays, la situation économique, l'état de santé de la population. Nous avons une population jeune en majorité, globalement, même si on est en train de voir la transition démographique s'effectuer. Mais nous avons aussi un handicap, c'est l'état de notre système de santé. Il est en dessous de nos espérances. Clairement. Ça a été reconnu au plus haut niveau de l'État et toute la population est d'accord. Ce système de santé, il est arrivé quand même avec les handicaps qu'il a et il a fait face. Et c'est à son honneur et c'est à l'honneur des hommes et des femmes qui ont travaillé pendant ces 2 ans sans relâche pour faire face. Et aujourd'hui, c'est reconnu, d'ailleurs les médias européens, notamment français, parlent aujourd'hui de ça. Le Maroc est le seul pays africain à avoir atteint des standards européens en matière de lutte contre la Covid-19. C'est une bonne chose, mais il y a encore cette menace. Clairement. Et c'est pour ça que les autorités régaliennes ont fermé les frontières. Ils ont réduit l'entrée pour pouvoir éviter l'entrée de ce variant. Hein. C'est des mesures coercitives vis-à-vis du virus. Enfin, le problème n'est pas au niveau de ces décisions-là, qui peuvent être assez dures, mais c'est le virus qui nous pose des défis et qui nous surprend et qui fait qu'on Sachant qu'on ne sait pas s'il frappe en premier les personnes vulnérables. En Afrique du Sud, on a relevé qu'il peut même atteindre des personnes vaccinées, moins de 40 ans. Oui. Donc c'est, en fait, il est mystérieux mais terrifiant. Oui, et d'autant plus que on n'a pas beaucoup de certitudes scientifiques là-dedans, il faut le reconnaître. Là, c'est le biologiste aussi, vous êtes docteur en biologie qui parle. Oui, mais vous savez que le temps scientifique, malheureusement, il est long. Ce n'est pas le temps médiatique, c'est pas... il y a une pression de la part des médias, et des politiques et de la population, et on veut tous nous en sortir. Mais malheureusement, il y a des défis. Et dans le principe de précaution, moi, en tant que médecin, j'ai appris pendant tout mon cheminement à préserver la vie. Le politique, il a l'obligation constitutionnelle de préserver la vie et de veiller à la santé des populations. Et c'est pour ça que ces mesures-là peuvent paraître parfois assez sévères, mais ce qui est sévère, c'est le virus. Le virus, certains peuvent le comparer et nous dire que vous en faites trop. Oui, c'est logique de poser cette question. Certains, c'est une grippette. Non, c'est sérieux. Mais le caractère pandémique, c'est le caractère pandémique qu'on n'arrive pas à nous mettre dans la tête. Ce caractère
ubiquitaire de la maladie au niveau de tous les territoires qui a fermé toutes les portes. Les pays qui sont des hubs comme le Maroc, c'est un carrefour le Maroc. C'est un hub, toujours depuis les temps, les caravanes passent par le Maroc. Et le Maroc, il vit aussi dans sa partie importante du tourisme. Et puis aussi, il vit de ce va-et-vient de sa propre population qui a immigré de l'autre côté de la Méditerranée, dans les autres pays du monde. Et on a envie de nous voir. Et on sait que l'aviation, elle est pratiquement, tous les avions sont au sol, et l'activité économique, elle est réduite. On voit ce qui se passe avec la reprise, le temps d'avoir des marchandises de Chine ou d'autres. Les bateaux, ça ne circule pas aussi rapidement qu'on veut. Donc, il y a l'impact est là. L'impact de la pandémie, c'est ce caractère-là, pandémique, qui pose plus de problèmes. Et puis, il y a aussi la qualité de la prise en charge et du système de santé. Malgré les efforts, nous espérons avoir un meilleur système de santé dans les années à venir. Il y a une volonté politique à ce niveau-là. J'espère qu'elle va tenir, mais ça, c'est un projet sociétal. C'est le nôtre. OK. Alors, maintenant, ce qui pourrait nous sauver, c'est aller se faire vacciner très vite pour les gens qui sont encore réticents, qui n'ont pas encore réellement compris l'intérêt de la vaccination. Alors, je vais parler dans un premier temps en tant que médecin pratiquant. Pendant cette pandémie, à titre personnel, j'ai perdu pas mal de collègues, de médecins qui sont morts à cause de cette pandémie, qui ont été contaminés en travaillant, en prodiguant des soins. Ce n'est pas. J'ai aussi, dans mon entourage, des gens jeunes et moins jeunes qui ont été perdus à cause de cette maladie. Et que dire des inconnus qu'on ne connaît pas, que Dieu ait leur âme. Chaque famille, d'une manière ou d'une autre, a été touchée pendant cette pandémie, soit qu'elle a eu des membres de sa famille qui ont eu la Covid et qui ont souffert pendant des semaines et des semaines, qui ont perdu peut-être leur vie, ou certains qui ont perdu leur travail. Et ça, on l'a vu un petit peu d'une manière ou d'une autre. On a vu aussi les gens souffrir sur le plan économique et social de cette pandémie. Il y a certains aussi, les jeunes, qui ont été malades psychologiquement. Donc, ça, c'est d'une part. Est-ce qu'on a un traitement miracle? Malheureusement, jusqu'à au jour d'aujourd'hui, on a des espoirs, mais on n'a pas encore de traitement miracle. Qu'est-ce qu'on a entre les mains? On a le respect des mesures barrières, c'est très bien. On a le protocole national de traitement, c'est bien, mais on dit que le traitement coûte cher, alors que la prévention, elle ne coûte pas très bien, très cher. Donc, on a le vaccin. Le vaccin, qu'est-ce qu'il vise? Quel est le but de la vaccination? Ce n'est pas de faire disparaître le virus, il ne disparaîtra pas pour l'instant. Mais il va réduire, le vaccin va réduire le nombre d'infectés, le nombre de malades qui vont rentrer en réanimation et il va réduire la mortalité. À titre d'exemple, pendant la période de la première vague au novembre 2020, nous avons perdu 76 médecins. À titre d'exemple, quand ils ont été vaccinés, pendant la vague du mois d'août de cette année-là, on a perdu 7. Alors, pourquoi 7 et pas 76? Parce qu'ils étaient vaccinés. Dans la population des pharmaciens, nous avons perdu 35 dans la première vague, et quand les pharmaciens ont été vaccinés, on a perdu 3, donc 35. Pendant la même période, chez les Américains, qu'est-ce qui se passe? C'est que chez les Américains, pendant le mois d'août, où le variant Delta était au plus fort, les non-vaccinés ont été hospitalisés dans 83,3%. Les vaccinés ont été hospitalisés en réanimation que dans 4,4%. La différence, elle est due au vaccin. Le vaccin a permis de réduire
que ces gens-là meurent, que ces gens-là entrent en réanimation. Ça, c'est globalement. Dans une étude sérieuse française, les vaccinés par AstraZeneca, par Moderna et par Pfizer, les plus de 50 ans, ont été protégés plus de 80 à 90% par la vaccination au moment du Delta. Vous citez en exemple ces vaccins spécifiquement parce qu'en France, on n'utilise pas, par exemple, les vaccins que nous utilisons. Exactement. Ah. Et au Maroc, où nous utilisons en majorité le Sinopharm, AstraZeneca et puis dernièrement Pfizer. Alors, Sinopharm particulièrement, puisque vous avez parlé de l'efficacité des autres vaccins, est-ce qu'il a prouvé lui aussi son efficacité? Alors, il a une efficacité qui dépasse les 86%. C'est d'une part. Deuxièmement, il est classé, les vaccins chinois, par les Américains, c'est les meilleurs jusqu'à aujourd'hui en termes d'efficacité, en termes d'effets secondaires. Un autre chiffre, marocain cette fois-ci, parce que j'ai commencé par les chiffres marocains concernant la population des médecins et des pharmaciens, puis j'ai cité les chiffres étrangers, internationaux, et je cite pendant le mois d'août, c'est-à-dire où il y avait le variant Delta. Ce variant Delta a été responsable chez les gens non vaccinés. 83% des morts pendant ce mois-ci, c'était des gens soit non vaccinés, soit incomplètement vaccinés. Donc, les gens non vaccinés ou incomplètement vaccinés... Ce sont des chiffres du comité scientifique? C'est des chiffres nationaux. Très bien. C'est des chiffres nationaux. Donc, j'ai commencé par les chiffres au niveau des médecins et des pharmaciens et les chiffres du pourcentage de malades. Et puis, on a constaté aussi que la plupart de ces gens-là qui ont été incomplètement vaccinés, ou non vaccinés, ceux qui sont morts aussi, c'est ceux aussi qui ont eu la deuxième dose, mais l'écart entre la deuxième dose et leur décès ou leur hospitalisation en réanimation dépassait les 6 mois. D'où l'intérêt qui rejoint les résultats des études israéliennes et des études américaines pour justifier la 3e dose. La 3e dose, c'est une dose qui va booster notre immunité parce qu'on a constaté. Ça, c'est des constats. Certains qui sont contre les vaccins, ils vont nous dire voilà la première injection, la deuxième injection, troisième injection, quatrième injection, cinquième injection, et quoi encore. Mais ils oublient, quand on était petit, nourrisson, nouveau-né ou nourrisson, on commence notre vie avec la vaccination. Il y a une vaccination obligatoire qui est la vaccination par le BCG. Le BCG n'a pas fait disparaître la tuberculose, mais il a fait disparaître les formes graves et la mortalité par la tuberculose au Maroc. Ça, c'est un chiffre, c'est un fait indéniable. Le BCG, il est obligatoire au Maroc. On ne peut pas s'inscrire dans le livret de famille si on n'a pas le... Donc, c'est une obligation. Pour les autres vaccins, contre la diphtérie, contre le tétanos, la polio, on commence par la première dose, un mois la deuxième dose, puis après la troisième dose, et puis des rappels. Mais on oublie ça. Et on oublie que la vaccination, depuis qu'elle est apparue, la vaccination, elle est aussi ancienne. Mais on va parler que des formes récentes. Sans la vaccination, on n'aurait pas le mode de vie qu'on a, on n'aurait pas l'espérance de vie qu'on a. On a beaucoup les progrès en termes de santé et en termes de vie, de qualité de vie, c'est dû au vaccin. Mais on oublie ça. Et aujourd'hui, face à ce mystérieux, encore une fois, Omicron, je veux dire, il n'y a pas d'autre solution que pour les réticents d'aller se faire vacciner parce qu'aujourd'hui les chiffres le disent, et c'est évident et c'est indéniable. Vous l'avez dit. Alors,
Maintenant, quel serait en fait votre appel à la population marocaine maintenant que on ne sait pas grand-chose encore, se dire allez, on espère que ça ne va pas être trop grave, ou alors il faut prendre des mesures, ne pas aller voir visiter maintenant la famille, laisser les visites non nécessaires pour plus tard, etc. Alors, sans aller dans le catastrophisme, l'un des moyens les plus importants dans la démarche scientifique, c'est l'observation. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? On observe que dans les pays du pourtour méditerranéen côté nord, ils ont une recrudescence des cas, et surtout des cas du delta. Et on sait que quand il y a un décalage entre le moment d'apparition de cette augmentation de cas en Europe et au Maroc, il se passe 1 à 2 mois. Donc tout ce qui a atteint l'Europe risque de nous atteindre. Risque, je ne dis pas nous atteindra nécessairement, mais risque de nous atteindre. On sait qu'il y a ce défi par ce nouveau variant. Tout semble dire qu'il serait, en termes de contagiosité, beaucoup plus important. C'est toujours au conditionnel. Donc c'est une menace. Quand il y a une menace, il faut prendre les mesures. Quelles sont ces mesures? Il y a des mesures qui sont prises collectivement au niveau par l'État. C'est le problème des frontières, de la suspension des vols vers le Maroc, des entrants vers le Maroc. C'est une bonne chose. Il faut que les autorités sanitaires veillent au niveau du test, le testing, détecter les cas, les isoler et faire le séquençage pour voir l'évolution des choses au niveau des variants. Ça, c'est le rôle des autorités sanitaires. Au niveau individuel et collectivement, nous devons respecter les mesures barrières et nous devons individuellement être vigilants et penser à l'autre, à notre voisin, à nos enfants, à notre propre famille, c'est-à-dire respecter les mesures barrières. Et puis, j'allais dire, c'est fini cette brouille contre les vaccins. Il faut reprendre les vaccins parce que nous n'avons pas d'autre choix. Et quand on mesure le risque, le bénéfice, le bénéfice est beaucoup plus important du côté des vaccins. Il faut qu'on aille se faire vacciner. Il faut ne pas trop aller. On va penser à la 3e, 4e dose. Non, il n'y aura pas de 4e dose. On ne sait pas pour l'instant. Peut-être il y aurait des rappels tous les ans. On suivra l'évolution parce que le problème n'est pas dans les vaccins, le problème est dans les virus. Et puis, il faut, chaque fois qu'on se sent malade, on a des symptômes, il faut qu'on aille se faire soigner, soit au centre de santé, soit chez le médecin traitant, et veiller à appliquer le protocole national. Et il faut adopter un mode de vie sain, basé sur le sport, sur le bien-être. Le sport, ça ne coûte rien. Marcher, ça ne coûte rien. Marcher pendant 20 minutes chaque jour ou 3 fois par semaine, c'est bien. Il faut lutter contre l'obésité qui ne sert à rien. Ça nous rend laids, ça ne sert à rien. Et il faut prendre certains aliments riches en vitamine C, en vitamine D. La vitamine D, on peut l'avoir par le soleil, mais ça existe dans le commerce. Le zinc, il faut avoir une vie saine. Voilà ce qu'on peut faire pour l'instant. Et ne pas dire que c'est fini. Nous allons vivre avec ce virus. C'est le mot de la fin, donc vigilance extrême en tout temps, puisque notre vie a changé. Il faudrait bien que nous intégrions cette donnée bien comme il faut dans nos têtes. La vie d'avant, c'est fini. Maintenant, il faut faire avec ces virus variants, Omicron aujourd'hui, peut-être un autre demain. Et comme vous avez dit, ne baissons jamais les gardes. Voilà. Exactement. Et puis, oublions la science d'un côté. Et on peut se permettre de revisiter les grandes œuvres littéraires, revoir ce qui a été écrit sur l'histoire des épidémies. La peste, Albert Camus, par exemple. Oui, Albert Camus. Toutes les mesures ne sont pas méprisables, mais elles sont plus que louables, parce que
on le voit dans la gestion. Il n'y a pas de formule magique, mais on s'adapte. Voilà, si on lit Camus à ce niveau-là, il est extraordinaire. Merci infiniment, professeur, et bon courage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.